bien, bonsoir à tous, même à ceux qui s'en vont. Donc on prend la suite pour la place de la jurisprudence orléanaise en droit privé. Je sais qu'on manque de temps. Il y avait un maître du temps, non, monsieur Edazi, pour la première partie. C'est pas ce qu'on avait annoncé. C'est toujours difficile, les colloques, de tenir le temps, parce qu'effectivement, on est heureux de prendre la parole, on est heureux de vous exposer les recherches que l'on a faites. Et bien entendu, on est un petit peu léger sur le contrôle du temps. Simplement, je commencerai vraiment par les remerciements parce que j'y tiens. Je voudrais vraiment souligner le dynamisme, l'implication, l'investissement de vos chargés de TD, mais qui sont nos doctorants dans notre laboratoire et qui font vivre, rayonner notre laboratoire, qui font connaître auprès des étudiants qui le connaissent bien parce qu'ils nous ont aidé ce qu'est la recherche juridique, et ils le font manifestement très brillamment ce soir. Donc bravo à eux, et je les remercie sincèrement d'avoir fait appel à l'Auvergnate que je suis pour parler d'Orléans dans la jurisprudence. Donc je suis affairiste, je ne vous connais pas bien parce que j'ai plutôt mes enseignements en master, mais je suis effectivement affairiste, et moi je connaissais Orléans notamment par une décision, un jugement du tribunal d'instance rendu en matière bancaire qui avait condamné un banquier pour ne pas avoir consulté le fichier d'incident de remboursement de crédit aux particuliers avant d'octroyer un crédit. Or, le banquier, vous le savez, doit vérifier la dignité de crédit de l'emprunteur, comme on dit, c'est-à-dire la solvabilité de l'emprunteur avant de consentir un crédit. Et cette décision orléanaise de 2004 fait référence, dans la matière que je connais bien, la matière bancaire. S'agissant du droit des affaires, il y avait également ce soir prévu une contribution sur le droit des entreprises en difficulté. Donc, j'ai oublié le nom, pardon, je regarde, par Michel Becquet, pardon, je ne connais pas très bien ce doctorant. Malheureusement, il ne peut pas être là. Finalement, ça nous arrange parce qu'il est 8h moins 10, on est un peu juste. Donc, sans plus tarder, après ces remerciements et ces félicitations, vraiment, je cède la parole à Marine Zaimet, qui fait une thèse en droit du travail, sur la transparence en droit du travail, qui est co-dirigée par Odile Levanier-Gouel, qui est présente ce soir, et par le professeur Paul Kini. Et ce soir, vous allez nous parler, mademoiselle Zaimet, d'un arrêt de la Chambre sociale rendu en date du 21 octobre 2009 et qui, a priori, parle de la protection des données personnelles. Voilà, donc je vous cède la parole. Merci Madame la Présidente. Je tenais à remercier très chaleureusement Maxime et Nolwenn de m'avoir permis d'intervenir au sein de cette conférence. Alors, l'utilisation des nouvelles technologies est aujourd'hui indispensable dans bien des métiers. Mais quel salarié n'a jamais utilisé son ordinateur professionnel à des fins personnelles, ne serait-ce que pour envoyer un courriel ou bien pour consulter un site internet? Face à d'éventuels abus, les employeurs seraient tentés d'utiliser leur pouvoir pour contrôler, voire pour sanctionner les salariés. Mais ces pouvoirs ne sont pas sans limite. L'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, donc du 21 octobre 2009, s'inscrit dans cette problématique. Il concerne plus spécifiquement, effectivement, l'accès par l'employeur aux fichiers informatiques du salarié qui sont stockés sur son ordinateur professionnel. En l'espèce, la société Hydro, qui est située dans l'agglomération d'Orléans, soupçonne l'un de ses salariés de préparer l'ouverture d'une agence concurrente, également à Orléans. Pour se ménager des preuves de cette concurrence déloyale, l'employeur fait appel à un huissier de justice pour accéder aux fichiers du salarié dans son ordinateur professionnel. L'huissier accède au poste de travail et découvre un répertoire nommé JM, comme Jean-Michel, les initiales du prénom du salarié. Le contenu du répertoire semble compromettant puisque l'employeur va licencier le salarié pour faute lourde. Le salarié décide alors de contester son licenciement et saisit le Conseil de prud'homme d'Orléans qui fait droit à sa demande. Ce jugement est confirmé par la Cour d'appel d'Orléans par arrêt du 7 juin 2007.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en considérant que l'identification d'un répertoire par les initiales du prénom du salarié ne suffisait pas à considérer que le salarié avait identifié ce répertoire comme étant personnel. Dès lors, l'employeur, ou ici l'huissier, pouvait y accéder en l'absence du salarié. La solution n'est pas surprenante parce qu'en fait, elle s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui est dégagée par la Cour de cassation, tout en venant la préciser. Cette ligne jurisprudentielle dégagée par la Cour de cassation s'est bâtie en 3 étapes. La première étape est constituée par l'arrêt Nicole du 2 octobre 2001. Cet arrêt consacre le droit au respect de la vie privée dans l'entreprise et interdit à l'employeur d'accéder librement aux fichiers informatiques du salarié. L'arrêt du 17 mai 2005, la société Catney Sciences marque la deuxième étape et indique que cette interdiction d'accès aux fichiers informatiques du salarié n'est pas absolue. Il est en effet possible pour l'employeur d'accéder aux fichiers du salarié à condition que le salarié soit présent ou bien qu'il soit appelé. Quelques exceptions, mais je ne vais pas les détailler ici. À défaut, le fichier ne pourra pas être invoqué à l'encontre du salarié. Il constituerait un mode de preuve illégal. Enfin, 2 arrêts du 18 octobre 2006, l'arrêt Technisoft et l'arrêt Jalma Emploi et Protection Sociale, forment la 3e étape. Ils énoncent que les fichiers stockés par le salarié sur son ordinateur professionnel sont présumés d'avoir un caractère professionnel. De cette manière, l'employeur peut y accéder librement sans avoir à appeler le salarié. Ces 3 étapes forment donc les principes directeurs de la ligne jurisprudentielle qui est dégagée par la Cour de cassation. Ligne qui est donc précisée, comme je l'ai indiqué, par l'arrêt du 21 octobre 2009. Cet arrêt vient préciser ce qu'il faut entendre par fichier identifié comme personnel. Et plus précisément, la question c'était de savoir si l'identification d'un répertoire par les initiales d'un prénom du salarié suffit à considérer que le salarié l'avait identifié comme personnel. La Cour d'appel d'Orléans répond de manière positive et les juges ajoutent qu'il est invraisemblable que le disque dur n'ait pas contenu des répertoires professionnels identifiés comme tels. Autrement dit, ce que font les juges de la Cour d'appel, c'est qu'ils déduisent par comparaison avec des fichiers qui sont identifiés comme professionnels que le répertoire identifié JM devait être personnel. En conséquence, le salarié aurait dû être présent ou bien appelé, et à défaut, le constat d'huissier ne pouvait être utilisé comme mode de preuve de la concurrence déloyale. On le voit donc dans cet arrêt, l'enjeu de la question était vraiment de taille puisque le constat d'huissier était la pièce essentielle au soutien de l'argumentation de l'employeur. Le raisonnement est donc fort logiquement censuré par la Cour de cassation qui rappelle que si le répertoire n'est pas clairement identifié comme personnel, il est présumé professionnel. Or, l'identification d'un répertoire par les initiales d'un prénom ne permet pas d'affirmer avec certitude que ce répertoire a un contenu personnel. Par la suite, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts dans le même sens. Elle a par exemple considéré que l'identification d'un répertoire par le prénom du salarié ou encore par l'appellation mes documents, qui d'ailleurs est générée automatiquement par certains systèmes d'exploitation, ne suffit pas à considérer que le salarié l'a identifié comme étant personnel. Alors, faut-il dès lors considérer que seuls les termes privés ou personnels pourront permettre de protéger un fichier? Eh bien, même si la Cour de cassation semble assez stricte sur ce qu'elle entend par fichier identifié comme personnel, nous partageons l'avis de M. Bernard Bossu, selon lequel une autre formulation pourrait permettre de protéger le fichier, à condition que cette formulation soit claire et non équivoque.
D'ailleurs, la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 18 décembre 2012, a appliqué un raisonnement un petit peu similaire. Elle a considéré que même si l'intitulé d'un fichier Marc plus Paul n'indique pas en soi expressément le caractère personnel du fichier, son affichage en mosaïque révélait des photos miniatures suffisamment explicites pour que ce caractère personnel soit manifeste. Il s'agissait en l'espèce de photos à caractère pornographique dont certaines mettaient en scène le salarié. En conséquence, même si le nom du fichier contient expressément personnel ou privé, le salarié devra être présent ou appelé lorsque l'on souhaite accéder à ces fichiers personnels et que le fichier est manifestement personnel. Que faut-il donc penser de cette solution dégagée par la Cour de cassation ? On pourrait tout d'abord regretter la restriction de la protection qui est offerte aux salariés. Ceux-ci pourraient s'attendre à ce que l'identification d'un fichier ou d'un répertoire par leurs initiales dissuade les employeurs d'y accéder. De plus, la protection, lorsqu'elle est offerte aux salariés, est somme toute relativement faible. Il suffit à l'employeur d'appeler le salarié et accessoirement de se ménager la preuve d'un tel appel pour pouvoir accéder au fichier du salarié. Certains auteurs estiment dès lors qu'il serait préférable de supprimer cette présomption de caractère professionnel et donc d'appeler systématiquement le salarié lorsqu'on veut accéder à son ordinateur professionnel. C'est cependant oublier que, même faible, cette protection peut s'avérer lourde dans la gestion quotidienne de l'entreprise. On pense par exemple à l'accès aux fichiers clients qui serait stocké sur un ordinateur d'un salarié qui serait absent pour maladie. Ensuite, nous approuvons la Cour de cassation lorsqu'elle estime que identifier un répertoire avec les initiales ou le prénom d'un salarié ne lui confère pas nécessairement un contenu personnel. Il est en effet courant que dans les entreprises, on préfère nommer un répertoire ou un fichier avec le prénom du salarié plutôt que par la désignation du poste qu'il occupe. Ainsi, par commodité, on préférera nommer un fichier ou un répertoire Jean-Michel ou JM plutôt que répertoire contenant les données relatives au poste de responsable marketing. C'est un peu trop lourd. La ligne jurisprudentielle dégagée par la Cour de cassation et telle qu'elle est précisée par l'arrêt du 21 octobre 2009 nous semble donc, à notre sens, établir un juste équilibre entre d'une part le droit au respect de la vie privée du salarié et d'autre part le bon équilibre, le bon fonctionnement de l'entreprise. Je vous remercie pour votre attention.